Déjà, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être devant vous. Vous avez eu un premier cycle de conférences, une première conférence sur le sortir des fossiles dans l'immobilier, avec, vous l'avez entendu, un enjeu sur les flexibilités, avec une opportunité pour le secteur du bâtiment que de mettre en avant ces flexibilités, notamment pour le parc tertiaire. On anime donc cette deuxième conférence avec un bâtiment qui maîtrise sa puissance électrique. Et qui peut être une brique du futur énergétique. On va voir avec des acteurs de terrain, des acteurs du bâtiment, des acteurs aussi des métiers de l'énergie en table ronde, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle, comment est-ce qu'on peut généraliser ce type de flexibilité pour le parc tertiaire. Je vais inviter Yannick Jacquemart, qui est directeur des flexibilités pour le système électrique côté RTE, qui va vous présenter un petit peu les enjeux perçus par RTE. Je te laisse la main. Tu choisis, soit tu as la... Très bien. Bonjour à tous. C'est très troublant ce système. Moi je représente RTE, RTE gestionnaire du système électrique, est très intéressé à l'équilibre offre-demande à chaque instant. Mais le discours qu'on développe, c'est que pour avoir l'équilibre à chaque instant, le mieux c'est de le préparer avant. Et donc ce qu'on vous a mis là, c'est une courbe de consommation en rouge, un jour typique d'hiver en ce moment on va dire. Consommation, vous voyez qu'elle est forte le matin, elle baisse l'après-midi, elle est forte le soir. Et l'élément nouveau qui se rajoute, c'est évidemment l'arrivée des renouvelables qu'on ne peut pas piloter. Et donc en fait ce qui nous intéresse comme grandeur à suivre, c'est la courbe en bleu foncé en bas, c'est-à-dire le rouge moins le vent qui est un peu uniforme, moins le solaire. C'est cette courbe bleue, et vous voyez que cette courbe bleue est caractérisée par deux pointes, une le matin, une le soir. Et donc en fait, pourquoi on croit beaucoup aux flexibilités de la consommation? Parce qu'il nous paraît assez simple d'éviter ces deux pointes. Et en fait, c'est le jeu auquel il va falloir jouer pour à la fois baisser sa facture, baisser ses émissions de CO2, et du coup ne pas aggraver les pointes du système. On peut être gagnant, gagnant, gagnant à ce jeu-là. Donc il faut juste éviter deux pointes, une tôt le matin, une en début de soirée. Si on avance pour faire ça, ce qu'on se dit avec l'ensemble des acteurs de la filière, que vous allez voir juste après, c'est que le juge de paix sera de regarder comment évolue cette courbe de charge. La façon de le faire, elle est double. D'un côté, il faut un peu de technique parce qu'il faut programmer ses usages. Et il y a plein de choses qui sont répétitives, qui sont réguliers, etc. Donc, programmer ses usages correctement, c'est éviter de chauffer à la même température tout le temps, c'est ne pas charger sa voiture au moment de la pointe, etc. Et puis l'aspect économique, il vaut mieux avoir un tarif, il vaut mieux avoir une offre qui rémunère les moments creux parce que c'est quand même la meilleure incitation et c'est légitime que vous y gagnez puisque l'électricité elle est moins chère à ce moment-là. Alors, mon message star, c'est celui-ci, c'est qu'il y a 4 types de flexibilité, parce que c'est un terme très générique, un mot valise, tout le monde peut se perdre là-dedans. Et donc ce qui est important, c'est de bien comprendre ça. Donc il y a d'abord des flexibilités, ce que j'appelle structurelles et régulières. C'est le bon vieux signaleur planeur creuse, c'est bouger les chauffe-eau dans le résidentiel, mais on peut faire plein de choses dans le tertiaire aussi, évidemment. C'est les rythmes, la semaine, week-end, jour-nuit, on connaissait. Et dorénavant, de plus en plus, il y a matin, après-midi, puisque l'après-midi, il y a quand même régulièrement du soleil et donc de l'électricité photovoltaïque pas très chère. Deuxième type, c'est le dynamique. Le dynamique, on connaît historiquement les EJP, les tempos. Et le dynamique, c'était lié au froid, parce que c'était ça qui jouait beaucoup sur la conso. Et de plus en plus, ça va être lié au froid, toujours un peu de temps en temps, au chaud pour les canicules, mais surtout au vent en toute saison, puisque quand il y a du vent, on n'a pas du tout le même état du système que quand il n'y a pas de vent. Mais on le sait 2-3 jours avant, quelques heures avant, on sait qu'il y a du vent, donc ça se voit dans les prix. Et ça, vous trouvez les bons intermédiaires, fournisseurs, agrégateurs pour vous donner le signal. Donc tout ça, ça a lieu dans les marchés d'énergie. J'insiste là-dessus parce que je lis tous les jours RTE rémunère l'effacement, c'est RTE qui fait l'effacement, tout ça. On nous prête beaucoup de mérite et je vous en remercie, mais on ne fait pas tout. Il y a des acteurs de marché qui font très bien leur job et c'est auprès d'eux qu'il faut se tourner pour l'essentiel des flexibilités. Les gigawatts qu'on cherche d'ici 2030-35, ils sont là. Après, il y a des choses d'équilibrage, ça c'est RTE qui gère, mais c'est petit, c'est pas pour tout le monde, c'est compliqué, on va laisser tomber. Et puis la sauvegarde, ça on en a parlé beaucoup l'hiver dernier, moins cet hiver fort heureusement, c'est donc le système EcoWatt et les efforts supplémentaires qu'on demande. Mais ça, c'est la flexibilité, j'appelle ça l'airbag du système électrique en fait. C'est-à-dire que l'airbag, on est tous contents d'en avoir un, mais on veut surtout pas qu'il sorte. Là, c'est pareil, nous, EcoWatt, on est très contents de l'avoir, mais moins il y a d'alerte et mieux on se porte.
Donc ça, c'est important de bien voir à quel jeu on joue. Programmer tous les jours ses usages, c'est déjà hyper important. Il n'y a pas besoin d'être en Internet 3.0 partout. C'est assez facile à faire. Et surtout, les besoins en volume pour le système électrique, ils vont décroissant. Les plus importants sont là et là pour les rythmes de vie, le solaire, pour le vent et le froid. Alors, in fine, je vais finir là-dessus. Pour arriver à faire la flexibilité, il y a beaucoup d'obstacles, et notamment le fait que dans le tertiaire, il y a beaucoup d'acteurs. Et finalement, la clé pour nous, c'est d'arriver à d'abord bien connaître ce qu'on peut faire dans le bâtiment. Donc ça passe, l'avantage c'est qu'avec des Crébax, tout ça, il y a toute une dynamique pour installer des GTB, pour avoir des plans de comptage, pour bien connaître ses usages. Donc ça concourt à savoir tout ce qu'on peut faire. Et il faut relier ça, et c'est pas si simple dans tous les environnements, avec les prix. Parce que si on a bien des offres variables qui rémunèrent les moments creux, eh bien à ce moment-là, on est tout de suite incité à utiliser au mieux le potentiel technique pour le valoriser. Et in fine, on a une consommation économe en CO2, économe en argent. Et c'est ça la flexibilité, c'est d'arriver à positionner sa consommation lorsque l'électricité est la plus disponible. Et on l'a fait il y a 40 ans, dans d'autres circonstances. C'est ce qu'on doit faire là dans les 3-4 prochaines années. RTE s'y emploie et en tout cas on va mettre en place ce qu'il faut pour mesurer les effets dans les années qui viennent, d'année en année. Voilà. Merci Yannick, merci pour déjà ces clés de décryptage ainsi que les terminologies de flexibilité. Il y en a plusieurs, vous l'avez compris. Ce qu'on vous propose désormais, c'est de venir vous décliner deux programmes. L'un s'appelle GoFlex pour parler de flexibilité au sens d'une stratégie patrimoniale. L'autre sera QFlex pour tout de suite faire des actions de flexibilité. Ensuite, on aura la table ronde et j'accueille effectivement Delphine Hérault qui est responsable bâtiment au Gimelec et le Gimelec est à l'origine de cet indicateur GoFlex. Je lui laisse la parole et puis je compléterai les informations. Bonjour à tous. Je vais peut-être monter pour qu'on me voit. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va vous parler de l'initiative GoFlex. En fait, une fois que l'analyse est posée, comme l'a expliqué Yannick Jacquemart, de l'utilité de développer les flexibilités du bâtiment et d'équiper ces bâtiments en solutions de pilotage pour qu'ils puissent se rendre ce service rémunéré au réseau électrique, et ben comment on passe à l'action? Alors, on est en France devant à peu près 1 milliard de mètres carrés de bâtiments tertiaires, selon la base Opérat. On a des millions de bâtiments de toutes sortes, des écoles, des salles culturelles, des bureaux, des équipements sportifs, des hôtels, des centres commerciaux. Comment est-ce qu'on va pouvoir identifier le potentiel de flexibilité de chacun de ces bâtiments? Eh bien, c'est la question à laquelle RTE, la FNCCR, l'IFPEB et le Gimelec vous proposent de répondre aujourd'hui en vous présentant l'étiquette GoFlex. Alors, l'étiquette GoFlex, c'est la petite étiquette que vous voyez ici. C'est une sorte de scoring flexibilité du bâtiment. Alors, elle présente simplement 3 indicateurs. Une classe de pilotage du bâtiment. On a le petit C ici, c'est A, B, C, D. Donc, plus un bâtiment est équipé en système de pilotage, plus il va pouvoir rendre ce service de flexibilité énergétique. Deuxième chiffre, le 327, c'est la puissance modulable réelle du bâtiment, la puissance flexible. Et puis le 25%, c'est l'effort consenti à la flexibilité. Donc c'est cette puissance flexible par rapport à la puissance souscrite du bâtiment, totale du bâtiment. Donc cette étiquette, elle a pour ambition de présenter simplement, sur la base d'une méthodologie de référence unique, qui est en lien avec le SRI, le Smart Readiness Indicator au niveau européen. Donc cette étiquette va présenter simplement la capacité, le potentiel de flexibilité de chacun des bâtiments. Donc en tant que propriétaire gestionnaire de bâtiments, en tant que propriétaire gestionnaire du carrousel du Louvre, je vais pouvoir, avec cette méthodologie GoFlex, en déduire cette étiquette de flexibilité du bâtiment. Et puis, donc vous l'avez compris, c'est une étiquette qui est simple et qui va servir de grammaire commune pour que
les propriétaires gestionnaires de bâtiments puissent parler avec des agrégateurs, puissent parler avec des opérateurs de réseau, et que tout le monde parle le même langage et se comprenne sur cette valorisation en termes de flexibilité de chacun des bâtiments. Donc, cette étiquette GoFlex, elle peut être calculée dans une approche de valorisation patrimoniale d'un parc de bâtiments ou d'un bâtiment. Et puis, je vais donner le micro à Jean-Benoît pour qu'il vous raconte la suite de l'histoire. Et oui, parce que vous venez de voir qu'il y a du coup un Nutri-Score de la flexibilité pour le parc tertiaire. Il fallait un outil qui puisse mettre en relation plus rapidement, plus facilement les acteurs du parc tertiaire, gestionnaires de parc, propriétaires, PM, avec ceux qui peuvent valoriser les flexibilités, fournisseurs d'énergie, agrégateurs, bref, les acteurs de marché. Et cet outil, en fait, c'est une plateforme que là aussi, on vous lance en avant-première. C'est une plateforme informatique qui met donc en relation ce qu'on appelle la phase sud, c'est-à-dire ce que vous voyez en vert avec le parc tertiaire, consommateur, et la face nord, les fournisseurs d'énergie, les agrégateurs. Cette plateforme de mise en relation de l'offre et la demande sur la flexibilité, elle est gratuite pendant 2 ans. C'est permis grâce à RTE, à la FNCCR, qui ont qui ont contribué financièrement, qui sont effectivement des vrais fondateurs pour cette plateforme, avec une mise à disposition du GMELEC de cet indicateur GoFlex, et qui va permettre de faciliter les échanges, de les raccourcir. Une fois que vous, en tant qu'acteur tertiaire, en tant que gestionnaire de parc, vous avez agrégé les gisements de flexibilité que vous avez, vous êtes prêt à aller les mettre auprès des acteurs de marché pour les valoriser économiquement. Donc tout est à construire dans ce modèle-là économique, dans cet échange-là, mais c'est un accélérateur, c'est un booster de flexibilité pour vous mettre en relation, qui concerne le public, le privé, bref, qui concerne tous les acteurs du parc tertiaire. Et puis, on ne l'a pas mis là dans les logos, mais ça fait effectivement quelques années que GoFlex existe en tant qu'indicateur. Ça nous a été permis grâce à des partenaires de longue date qui ont testé cet indicateur-là également. Je pense notamment au CIDEV de Vendée, à Morbihan Énergie, bref, des collectivités, à la FNCCR qui, dans le cadre d'EFACTE, a aussi distillé ces flexibilités auprès des différentes collectivités et syndicats d'énergie. Et puis je pense aussi à Carrefour Property ou Orange qui nous ont aidés aussi au lancement à cet indicateur. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur cette plateforme. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vous invite à scanner le QR code pour que vous puissiez vous inscrire sur cette plateforme. Est-ce que ça fonctionne, Myriam? Est-ce que c'est assez gros? Allez-y, on se lance un petit défi en 30 secondes. Merci Madi. Allez, je vous laisse scanner quelques secondes de plus. Vous avez juste à rentrer le nom de votre structure et puis votre nom. Donc c'est très rapide, vous avez compris, pas de CB vu que c'est gratuit. Bref, ça permettra d'engranger un nombre d'utilisateurs. À date, on en a plus d'une quarantaine, mais c'est que le début de cette communication. On vous invite à en parler autour de vous et puis on animera un petit peu ce plan de communication pour la plateforme pour la suite sur 2024. Voilà, d'un côté, vous avez une stratégie plutôt patrimoniale pour vous projeter sur la flexibilité. J'invite Elisabeth Trofimov, qui est responsable de programme de CubeFlex, côté A4MT, pour vous montrer ce qui peut être fait tout de suite par l'action dans les gisements de flexibilité. Et les scores sont énormes. Merci Jean-Benoît. Vous m'entendez bien? Merci. Alors, vous vous demandez tous, oui, du coup, qu'est-ce que peut faire un bâtiment en termes de flexibilité électrique? Et c'est pour ça qu'on a lancé le concours CubeFlex avec RTE l'année dernière pour d'abord identifier les meilleures pratiques en termes d'usage et tester sur le terrain. Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que d'autres bâtiments pensent à autre chose en termes d'actions qui peuvent permettre la flexibilité électrique? Et du coup, identifier et mettre en œuvre des initiatives de terrain concrètes. Ensuite, de communiquer, de sensibiliser, de mobiliser tous les collaborateurs et de partager la flexibilité électrique. Je ne sais pas si je peux dire que ça fait peur parce qu'il y a Yannick Jacquemart à côté de moi, mais c'est quand même quelque chose qui est encore méconnu. Et grâce à ce type d'action, c'est aussi de faire comprendre que c'est possible, que ça existe, qu'il y en a de plus en plus qui s'y mettent et qu'on peut déployer ça sur un certain nombre de bâtiments.
Donc ça se fait par des échanges candidats, par des cérémonies de remise des prix qui mettent en valeur ce type de nouvelles pratiques dans le bâtiment. Et puis mesurer qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gisement, quel pourcentage de réduction de sa consommation électrique, quel pourcentage de réduction de sa puissance appelée pour à la fois remporter des prix. Il y en a certains qui pourront témoigner sur ces prix-là de l'année dernière, mais aussi connaître un peu plus les gisements qu'on peut révéler dans le bâtiment. Ça marche comment ? Ça marche comme un concours. Donc il y a un début, il y a une fin entre 15 novembre 2023 cette année et le 31 mars 2024, où les bâtiments régulièrement s'inscrivent au tout début, puis régulièrement partagent leur retour d'expérience, mais surtout, on leur a réservé des tests. Donc c'est des tests EcoWatt qu'on met en place une semaine, qu'on avertit une semaine à l'avance. Donc il y en a eu un le 30 novembre, un le 19 décembre, un le 17 janvier. Donc vous voyez, c'est quand même une fois par mois. Et puis après, il y en aura un en février et un en mars. Donc on a 5 tests dans l'année où les bâtiments vont faire leurs meilleurs efforts pour peut-être aujourd'hui révéler des flexibilités de sauvegarde, mais je l'espère Yannick, un jour des flexibilités régulières parce qu'ils vont se rendre compte par ces tests qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire un peu plus tous les jours, moyennant de l'automatisation, des échanges avec l'ensemble des collaborateurs, etc. Alors vous voulez savoir les résultats ? L'année dernière, en saison 1, c'était 20%. 20%, c'est le gisement de flexibilité électrique qu'on a révélé dans CubeFlex. Et surtout, on a révélé aussi que sur les 3 journées test EcoWatt, selon les typologies, on pouvait aller de 21% dans le scolaire à 42%, voire 60% dans le commerce. Donc je salue ici les candidats l'année dernière. On a eu Clépierre et Carrefour Property qui ont fait ces fameux résultats de 60%. Vous voyez le bâtiment de Rive d'Arcin à l'écran au niveau des bâtiments de commerce. Dans les bâtiments de bureaux, on aura tout à l'heure Schneider Electric. On a eu Schneider Electric, un bâtiment de RTE. On a eu aussi le bâtiment de La Française, le Crisco. On a eu un certain nombre de bâtiments qui ont fait jusqu'à une quarantaine de pourcents d'économie d'énergie lors des heures de pointe au moment des tests EcoWatt. Et puis on a eu les bâtiments scolaires, notamment l'Université de Bordeaux, qui a fait des très bons résultats avec ses 20%. Et si on fait un petit zoom, alors excusez-moi, il y a quelques coquilles dans cette slide, vous aurez le vrai support à venir. Mais si on fait un petit zoom sur le test EcoWatt de cette année sur une 50aine de bâtiments, on a le même type d'enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surconsommation constatée sur ces journées EcoWatt. On a globalement 21% d'économie au global sur la journée. Donc faire de la flexibilité, en tout cas dans CubeFlex, ça ne surconsomme pas d'énergie et d'électricité, donc c'est important de l'avoir en tête. Et puis surtout, on a voulu se dire quelle est la moyenne des maximums de puissance. Si on prend tous les bâtiments, qu'on regarde l'heure à laquelle ils ont fait le plus de réduction de la puissance appelée, on a quelle moyenne de maximum de puissance? On est à 8 watts par mètre carré. Et puis on a voulu sortir d'autres indicateurs et regarder cet échantillon d'un point de vue chauffage électrique ou chauffage mixte ou autre énergie. Et donc on va aller autour de 10 watts par mètre carré pour les bâtiments avec chauffage électrique et 6 watts par mètre carré sans chauffage électrique. Et pour ceux qui poussent un peu plus le raisonnement, on pourrait se dire oui, mais du coup, ils ne font pas tous les efforts à la même heure, parce que la tranche 7-11, c'est quand même 4 heures. Il y en a certains qui le font plutôt à 9, d'autres à 10. Donc on a voulu faire l'exercice de faire un giga bâtiment composé de ces 50 bâtiments et de regarder la courbe. Et c'est la courbe que vous voyez à l'écran. Et on voit du coup la courbe verte, c'est la consommation réelle. La courbe bleue, c'est la consommation prévisionnelle agrégée de ces 50 bâtiments. Et on voit clairement que du coup, avant 7 heures, on a cette petite surconsommation par rapport au prévisionnel qui correspond au préchauffage, à l'anticipation d'un démarrage d'un bâtiment, qu'on a ensuite une baisse maximum autour de 10 heures du matin. Donc c'est visiblement la plupart font l'effort, le plus gros effort autour de 10 heures du matin, qui est de 5 watts par mètre carré en cumulé, c'est-à-dire vision RTE. Il y a 5 watts par mètre carré qui sont réduits à 10 heures du matin. Et ça veut dire quoi? J'entendais Delphine tout à l'heure parler de 1 milliard de mètres carrés de tertiaire. On rappelle seulement 40-45% de bureaux et de commerce, donc il faut de la pédagogie auprès de l'ensemble des typologies de bâtiments. Mais vision RTE, ça veut dire un gisement de 4 à 6 gigawatts, soit entre 5 et 10% de la consommation, de la puissance lors des pointes. Et je pense que ça peut être intéressant dans une logique de stratégie de développement du parc nucléaire, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 4 à 6 gigawatts en plus si tous les bâtiments pouvaient faire cette flexibilité électrique? Mais du coup, il faut massifier. Et donc, comment on peut massifier? Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir cette table ronde pour tenter de répondre à la question comment le bâtiment peut massifier, peut-il faire de la flexibilité électrique? Donc, j'invite Régis Martin, Energy Manager du Hive, Benjamin Bailly, Head of Markets and Innovation chez Voltalis,
Régis Martin chez Schneider Electric, pardon, et puis Marguerite Beclerc, chef de projet innovation chez Octopus Énergie. Merci Elisabeth. Et puis on va un petit peu animer cette table ronde à deux, hein, donc reste pas loin. Il n'y a pas de place. Écoutez, on est ravis de vous accueillir déjà. Là, vous avez un bon exemple de ce que peuvent être des acteurs, on va dire, tertiaires, qui font des actions sur le terrain, et puis ceux qui pourraient les valoriser. Donc on est ravis de vous avoir autour de la table. Régis, je pense que la première question va être pour toi. Alors, j'accélère parce que ça, c'est une coquille de slide. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les premiers retours qu'il y a eu lors de la saison 1 de CubeFlex concernant ce beau bâtiment, le Hive? Alors oui, hein, le Hive, c'est le siège de Schneider Electric situé à Rueil-Malmaison, donc à l'ouest de Paris. En termes de flexibilité, le jour des alertes EcoWatt rouges qu'on a eu l'an dernier, on a effacé jusqu'à 50% de l'appel de puissance le matin sur une partie de la matinée, hein, aux heures de pointe. Ça veut dire que c'est grosso modo entre 400 et 500 kW effacés sur ce bâtiment qui fait 35 000 m² et qui accueille 2300 personnes. Merci pour ces premiers éléments. C'est aussi grosso modo 2 MWh qu'on décale à un autre moment de la journée. Et comme disait Elisabeth tout à l'heure, il n'y a pas de surconsommation. Globalement, suivant les jours d'alerte qu'on a eu à faire en fonction des températures extérieures, on est entre moins 5 et moins 20% de consommation. Ok, je retiens qu'il n'y a pas de rebond. Quand on fait de la flex, on fait aussi un peu de MDE. Et je vois aussi 35% du coup de résultats, hein, par la mesure, vous avez compris. Et je ne peux m'empêcher de le comparer avec l'étiquette GoFlex que vous voyez sur la droite de l'écran, avec les ordres de grandeur. Alors d'un côté, il y a la mesure, de l'autre côté, c'est un outil simplifié de calcul. Donc c'est logique qu'il y ait des différences. Mais comment est-ce que, Régis, vous avez pu générer autant de performances dès l'année 1 du concours? Quel a été votre parcours voilà, d'un point de vue des actions? Bon, alors nous, GoFlex, en fait, on est rentré très tôt dedans, puisque dès 2018, il y a eu une première version qui était sortie avec un premier outil Excel à l'époque. Ah, tu l'avais eu en avant-première. Et donc on avait fait l'exercice. Alors l'exercice, si on part d'une feuille blanche, ça peut prendre un petit peu de temps, mais à partir du moment où on a un inventaire des équipements du bâtiment, et en l'occurrence, on l'avait puisqu'on venait juste de changer de facility manager, de facility management, hein, de société d'exploitation l'année d'avant. Donc on avait un inventaire assez récent de tous nos équipements. L'objectif étant effectivement de lister l'ensemble des équipements de production et de distribution, production de chaud et de froid, et puis après distribution de ça, et de regarder en face chaque gros type d'équipement, les capacités installées en termes de puissance installée, donc les puissances max installées. Là où c'est intéressant aussi d'avoir une idée, un ordre de grandeur, c'est combien, par rapport à ces capacités max, combien on appelle de puissance en vrai. Donc là, la mesure est importante, hein, d'avoir un système de mesurage un peu par usage qui permet d'avoir une idée en fait sur la capacité max installée, jusqu'à combien on peut aller à un instant donné en fait. Et c'est ça qui nous a permis d'aller assez vite en fait dans la définition de notre cartographie GoFlex. Ok, donc je comprends qu'effectivement GoFlex peut être dans le parcours de progrès pour la flexibilité, pour passer à l'action, mais à côté de toi, Régis, on a Benjamin Bailly du côté de Voltaïs, bonjour, qui tout de suite a été dans le concours CubeFlex, qui n'est pas passé entre guillemets par ce parcours-là de progrès GoFlex, mais pour autant, je pense que tu peux nous en dire plus par rapport aux 4 sites de mémoire qui sont dans CubeFlex cette saison. Oui, donc Voltalis, on est un opérateur d'effacement dans les bâtiments, donc on œuvre là-dessus, et donc on s'est dit on ne peut pas ne pas participer à ce concours CubeFlex des flexibilités. Et on a différents bureaux un peu partout en France, donc Bordeaux, Lyon, Paris et puis Lorient. Et l'idée était de se dire, ces bureaux finalement très différents du Hive, hein, ça ne fait pas 35 000 m², ça fait plutôt quelques centaines de mètres carrés, 1000 m². Et donc voir comment ils peuvent aussi participer au concours alors qu'on est sur des bâtiments donc beaucoup plus petits. Alors, là, on voit une tour à la Défense, mais on n'y occupe qu'un seul étage. Et comment on peut essayer de gérer l'énergie et de bien piloter l'énergie au niveau de ce bâtiment, alors qu'on ne va pas avoir
energy manager, d'operating manager qui vont nous aider à regarder précisément ces consommations. Donc ici on peut voir les résultats d'un jour EcoWatt rouge. On est à près de 50% de réduction sur cette journée-là. Donc finalement à peu près les mêmes ordres de grandeur que ce que tu as cité juste avant pour Schneider, avec une organisation assez différente finalement. L'idée était de dire on va s'organiser en tant que société pour faire en sorte que l'ensemble de nos employés soit en télétravail ou en tout cas ne soit pas au bureau sur les heures EcoWatt rouge de ces journées particulières. Et on voit que ça a eu un impact direct très très fort sur nos consommations qui permet d'avoir une 50% de réduction d'économie d'énergie. Et ça conforte ce qu'on pense, c'est qu'il y a un ensemble de bâtiments dans le tertiaire. On a près de 300 000 bâtiments aujourd'hui dans le tertiaire qui font moins de 5 000 m² et qui peuvent aussi œuvrer à la flexibilité, qui, agrégés parce qu'il y a des centaines de milliers de bâtiments, peuvent rapporter des centaines de mégawatts, voire des gigawatts de flexibilité. Après, il faut trouver les bonnes méthodes. Demander à tout le monde de télétravailler, c'est une possibilité qui ne peut pas être faite de manière répétée. Puisque c'est assez intrusif. Il faut discuter avec le locataire, enfin l'occupant du bâtiment. Et est-ce qu'on peut considérer que ça peut être répété tous les jours? Pas forcément. Donc on est plutôt ici dans des opérations spécifiques pour répondre à des signaux très importants type EcoWatt rouge, mais pas pour répondre à la flexibilité du quotidien et à la sobriété du quotidien. Il y avait un enjeu de pilotage aussi. Je pense que le bâtiment du Hive est a priori un peu plus pilotable que exactement. votre Nous, on n'est pas pilotable. Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que pour pouvoir faire de l'effacement de la flexibilité, il y a toute la problématique de operation and automation, avoir des outils d'automatisation et des outils de visualisation qui ont un coût d'investissement, qui ne sont pas forcément faciles à porter quand on a quelques centaines de mètres carrés par rapport à évidemment plusieurs milliers de mètres carrés. Merci Benjamin. Du coup, on entend bien ici qu'il y a pour vous plutôt une flexibilité de sauvegarde. Est-ce que, Régis, dans votre cas, sur le bâtiment du Hive, vous avez réussi à dissocier un peu les exemples d'actions de flexibilité régulière, dynamique et de sauvegarde, comme le présentait Yannick tout à l'heure? Oui, alors on a effectivement deux plans. Alors, ce qu'on appelle flexibilité régulière, dans les termes que j'ai entendus tout à l'heure, nous, on a défini en fait ce qu'on appelle un plan de sobriété, c'est-à-dire consommer moins tous les jours, en essayant aussi de concerner les heures de pointe. Donc ça, c'était le plan de sobriété qu'on a mis en place au niveau national pour tous les bâtiments Schneider, dont le Hive. Et ça a consisté à regarder ce qu'on pouvait faire tous les jours en termes de sobriété. Qui dit sobriété, en l'occurrence, dit abandon de certains conforts. C'est là où on a passé les températures ambiantes une fois pour toutes de 21 à 19 dans les espaces de travail, qu'on a coupé l'eau chaude dans les sanitaires, qu'on a fait au niveau d'éclairage quelques actions supplémentaires, mais vraiment le gros de l'action et ce qui a été le plus performant, c'était vraiment le passage de 21 à 19. Et croyez-moi que travailler à 19 degrés, c'est pas tous les jours confortable, donc on a effectivement dû communiquer énormément là-dessus pour embarquer tout le monde. Il faut que ça devienne pérenne, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de bâtiments qui ont fait cette action à la demande l'an dernier de ce fameux plan de sobriété national, qui sont revenus au bout de 6 mois à 21 degrés parce qu'il y avait trop de mécontentement. Donc nous, on a la chance d'avoir pu conserver cette mesure pour le deuxième hiver consécutif. C'est vrai qu'autant il y avait une crise énergétique en 2022-2023, et là tout le monde était sensible, autant la période qu'on est en train de vivre, on entend beaucoup moins les messages d'alerte sur la sensibilité du réseau, et du coup c'est un petit peu plus difficile à faire admettre, mais on a une population qui est plutôt compréhensive là-dessus vu les valeurs défendues par le groupe. Merci. En termes de, je ne sais pas si on parle en termes d'action, donc il y a le 21-19. Il y avait ensuite la flexibilité à l'autre bout, c'est la flexibilité de sauvegarde. Donc là, la flexibilité de sauvegarde, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a identifié les gisements de flexibilité qui vont être dépendantes, enfin qui vont être vraiment différentes d'un bâtiment à l'autre, dans le sens où le pilotage du bâtiment va être différent suivant son ancienneté, suivant ce qu'on a pu mettre en place.
Et donc, il faut faire avec ce qu'on a en fait, hein. Donc, une fois qu'on a fait notre listing d'équipements, il faut identifier les gros postes et ce qui est pilotable facilement en fait. Nous, on a difficilement la possibilité de moduler dynamiquement la température dans chaque espace. Donc on a choisi la flexibilité dans un bâtiment tertiaire, c'est principalement le chauffage, la ventilation. Donc on a choisi de jouer avec l'inertie du bâtiment, d'anticiper le chauffage, puisqu'on est prévenu à l'avance, d'anticiper le chauffage la nuit d'avant, de couper à 7 heures et après de regarder le confort, comment il évolue, pour redémarrer petit à petit, pour éviter un pic de redémarrage. Donc ça, c'est la partie confort vu des résidents. Et puis l'autre source qui est maintenant très, très importante de flexibilité, c'est les infrastructures de recharge des véhicules électriques. C'est un usage qui n'existait pas il y a 2 ans de là, qui aujourd'hui pèse lourd en fait, hein, puisque c'est l'appel de puissance le plus important le matin, qui peut monter à 20% de l'appel de puissance tous les matins. On a souvent plus de 40 voitures en parallèle maintenant branchées, hein, quand il y en avait une dizaine, une quinzaine il y a 2 ans, même pas. Et donc là, c'est très facile, moyennant de prévenir les gens aussi un petit peu à l'avance, de décaler en fait ces jours d'alerte rouge, de décaler cette infrastructure de recharge à midi ou 13 heures. Et donc ça, c'est un usage qui est assez facile, compréhensible. Et vu le profil d'utilisateur qu'on a dans nos bureaux, hein, les gens ils viennent le matin, ils se rechargent, statistiquement, en fait, on a vu que les gens restaient en moyenne branchés 7 heures à la borne et que la recharge, elle durait entre 3 heures en moyenne, en fait. Donc, c'était assez facile de faire admettre qu'on peut décaler la recharge. Et puis, ça nous a fait penser qu'entre les deux, en fait, il y a la flexibilité dynamique, c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre parce que parce qu'on nous a dit, vous faites ça 4 jours par an, la flexibilité de sauvegarde. Pourquoi vous ne le faites pas tous les jours? Et en fait, c'est assez compliqué de le faire tous les jours parce que ça demande, qui dit chauffage, en anticipation, dit démarrer les équipements la nuit. S'il y a un problème, c'est le matin qu'on s'en aperçoit, parce que nous, on n'a personne 24-24, hein, enfin, par le gardiennage, mais les techniciens ne sont pas là. On ne va pas faire appel à l'astreinte. Et donc, si on se rend compte à 7 heures du matin qu'il y a un truc qui n'a pas démarré, qu'on n'a pas préchauffé correctement, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des garde-fous, peut-être des gens d'astreinte. Donc c'est toute une organisation qui nous empêche aujourd'hui, pour des raisons de tranquillité d'esprit, de le faire tous les jours. Par contre, au niveau de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, on s'est dit que finalement, le matin, entre 8 heures, entre même 7 heures et midi, on pouvait très bien donner que la moitié de la puissance disponible pour l'usage borne de recharge au lieu de 100%, ce qui nous fait faire en fait tous les matins un appel de puissance un peu moins important et le décaler, puisqu'à midi on passe à 100%. Et en gros, les gens sont déjà chargés à midi, hein, puisque chez nous on a une règle, en fait, à midi on change la voiture de place pour autoriser une nouvelle session de charge derrière. Et donc en fait quelque chose qui devait être un usage qu'on effacerait de temps en temps dans le cadre d'une flexibilité dynamique, c'est devenu une action du plan de sobriété, c'est-à-dire dans la flexibilité régulière. Merci beaucoup Régis. Une question pour vous Marguerite, est-ce que cela fait écho aux accompagnements, aux offres que vous avez déjà en place, ces types de flexibilité ? Oui, tout à fait. Du coup, nous, en tant que fournisseurs d'énergie, notre rôle, justement, ça va être d'accompagner ces bâtiments à pouvoir faire de la flexibilité selon justement des bons signaux, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire de la flexibilité, et aussi pouvoir refléter ça dans les prix, avec comme but in fine de faire baisser les factures de tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà, disons, selon certains types de flexibilité, des normes qui existent déjà dans notre secteur. Quand on parle des flexibilités régulières, structurelles, quelque chose qui répond déjà à ça côté fournisseur énergie, c'est les offres heure pleine, heure creuse, qui sont globalement très connues. Ça parle un peu à tout le monde. Les heures pleines, c'est plus cher. Les heures creuses, c'est moins cher. Et là-dessus, c'est accepté, entre guillemets, par la majorité et déjà énormément en place. Alors, on peut toujours le mettre plus en place, mais en tout cas, c'est accepté.
Mais par contre, pour les autres types de flexibilité qui sont dynamiques et qui sont de sauvegarde, il n'y a pas encore cette sorte de normes, de choses un peu plus faciles à expliquer pour tout le monde et surtout acceptées par tout le monde qui est mise en place. Et c'est des choses justement sur lesquelles on travaille activement et sur lesquelles il faut innover un peu main dans la main avec tous les acteurs du secteur. Puis il faut du coup créer le dialogue entre le monde de l'énergie et le monde du bâtiment, alors qu'il y a déjà un dialogue à faire à l'intérieur du bâtiment, que ce soit côté Voltalis ou Schneider Electric. Peut-être que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous êtes organisé avec les parties prenantes pour mettre en place la flexibilité électrique, sans parler de valorisation financière, mais déjà en interne, comment on s'organise pour réussir et faire ce type de résultat? Moi, c'est très simple. Alors, je commence. Nous, on avait 4 bâtiments. Comme j'ai dit, quelques centaines de mètres carrés. Donc, en termes de nombre d'employés, ce n'était pas énorme. Donc, on a nommé un pilote pour chacun des bâtiments pour participer au concours, en mettant certains enjeux de dire, bah voilà, le bâtiment qui sera le premier parmi les 4 aura le pilote et les collaborateurs auront une récompense pour avoir participé au concours et être leader de ce concours. Et après, on a communiqué certaines bonnes pratiques, mais comme je l'ai dit, la plus pertinente étant de ne pas venir au bureau les jours de signal éco-watt rouge, les jours de sauvegarde. Donc vous avez fait un concours dans le concours en fait. Exactement. Et vous, Régis? Alors nous, de notre côté, la première chose, c'est d'informer les gens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc la communication via les réseaux sociaux internes permet d'annoncer. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'il ne suffit pas de dire attention, on va couper le chauffage, on va couper les bandes de recharge. Il faut aussi donner les résultats, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait 1, 2 ou 3 journées déjà d'alerte test éco-watt rouge, on donne les résultats de ce qu'on obtient. Si on a eu un classement intermédiaire, on dit où on en est dans les classements, histoire d'embarquer un petit peu tout le monde. Oui, je suis très d'accord. Chez nous, ils nous chassent en permanence pour avoir les résultats. Donc c'est un message à Elisabeth pour avoir les résultats encore plus vite pour les prochaines journées. Voilà, et ça fait aussi l'objet de communication auprès du CSE assez tôt en fait dans le concours, puisque voilà, on prévient qu'on fait le concours, on a prévenu qu'on allait s'engager pour une 2e saison. Et donc ça, c'est la partie utilisateur du bâtiment. Les utilisateurs de bornes de recharge, eux, ont une petite communication spécifique, puisqu'on les connaît, ceux qui sont inscrits au service des bornes de recharge. Donc on leur envoie un mail à chacun d'entre eux pour les prévenir qu'il va y avoir un décalage et qu'ils ne soient pas surpris, soit qu'ils prennent leur disposition s'ils ont un vrai besoin de recharge ce jour-là. Comme ils sont prévenus 2, 3, 4 jours à l'avance, ils peuvent prendre leur disposition. Donc ça, c'est la partie utilisateur du bâtiment. Et puis après, il y a toutes les parties prenantes, j'allais dire, dans l'exploitation du bâtiment, que sont le facility manager technique, c'est management technique, c'est-à-dire les gens en charge de l'exploitation et de la maintenance. On les embarque, on les prévient, et on les embarque dans le fait qu'on a un scénario dans la GTB, dans la gestion technique du bâtiment, qui dit ce qui va se passer quand on passe en éco-watt rouge, c'est un bouton à cliquer. Il y a aussi la restauration. Chez nous, on a un prestataire pour la restauration. Donc lui aussi, il est dans les petits papiers. À chaque fois qu'il y a une alerte, on le prévient en lui disant est-ce que tu as prévu de faire des pizzas? Est-ce que si c'est le cas, essaye de décaler la pizza au lendemain. Voilà, il y a la moitié des vitrines réfrigérées qui sont coupées. Il y a tout un tas de petites actions qui font aussi participer le restaurant, la restauration. Il y a des choses beaucoup plus symboliques. On essaye d'éteindre la moitié de la salle de restauration pour bien montrer qu'on est dans une phase d'éco-watt rouge. On a aussi tout un processus d'affichage dans l'ensemble du bâtiment, dans les zones où il y a du passage. Donc ça, c'est la partie prestataire. Et puis il y a aussi la sécurité, tout le facility management en termes de service qui est aussi dans la boucle. Je crois que j'ai oublié personne. Très bien, merci. Ce qu'on voit surtout, c'est que vous êtes engagé, du coup, avec votre énergie. Vous avez embarqué un certain nombre de personnes au sein des bâtiments, au sein de votre structure pour mener ces actions. La question à laquelle on voudrait répondre maintenant, c'est du coup, comment on fait pour massifier, pour embarquer tout le monde, y compris peut-être les bâtiments, les structures un peu moins engagées. Je vais commencer par vous, du coup, Marguerite. Qu'est-ce qui manque pour massifier les flexibilités? Vous avez la question la plus dure, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors plein de choses. Une première chose qui me vient à l'esprit, c'est communiquer.
entre justement ces secteurs. Le secteur de l'énergie est un secteur compliqué, le secteur des bâtiments aussi, il y a plein d'acteurs dans tous les sens. Dont on se rend énormément compte, c'est qu'en fait justement sur des sujets un peu spécifiques comme la flexibilité, il faut qu'on arrive à créer un langage commun, un vocabulaire commun. C'est ce que RTE commence énormément à faire et extrêmement bien, par exemple en disant flexibilité structurelle, de sauvegarde, etc. Donc on commence à justement créer ce langage commun parce que justement si on ne l'a pas, on va juste pas se comprendre, on va pas réussir à embarquer les gens. Je pense que on est des deux côtés dans des secteurs où on adore les abréviations, on adore les termes techniques et du coup on peut très vite se perdre. Et c'est, je trouve, une des grandes forces en fait de GoFlex qui clairement justement permet de mettre un peu une étiquette simple, de créer ce premier justement bloc commun de communication pour mettre aussi les bonnes personnes, les bons interlocuteurs et interlocutrices les uns en face des autres. Côté autant énergie, il faut parler aux bonnes personnes, et côté bâtiment, pour les personnes qui peuvent activer ces flexibilités, il faut parler aux bonnes personnes. Et cette plateforme GoFlex, en tout cas pour moi, est une première très bonne solution de langage commun et de mettre les bonnes personnes justement en lien pour aller plus vite par rapport à tout ça. Merci. Peut-être aussi si on trouvait un peu des modèles financiers, économiques qui marchent dans ce monde de la flexibilité, ça faciliterait peut-être les choses. Alors, on a un peu embêté Benjamin pour qu'on essaye de faire un petit exercice sur son bâtiment de bureau allez, on va dire en assez simple. Ça donnerait quoi du coup, Benjamin, si aujourd'hui on essaie de projeter le bâtiment de bureau Vista Voltalis dans un modèle de rémunération? Donc on a parlé tout à l'heure de deux types de flexibilité, les flexibilités du quotidien ou dynamique et les flexibilités de sauvegarde. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en cours d'évolution, des règles qui sont en cours d'évolution, et il faut qu'on travaille avec RTE pour avoir les bons modèles de valorisation et les modèles économiques qui tiennent. Sur tout ce qui est flexibilité dynamique, actuellement on a un modèle où l'activation ne serait pas rémunérée, donc il n'y aurait aucun intérêt pour un opérateur d'effacement à venir faire les actions de flexibilité ou de sobriété qu'on a vues aujourd'hui. Et puis on a essayé de chiffrer de manière assez simple dans le cadre de la flexibilité de sauvegarde, donc à travers des mécanismes de capacité, les appels d'offres effacement, ce qu'on serait en capacité de générer pour un bâtiment tel que le nôtre. Donc je parlais du 800 mètres carrés, de nos bureaux. On voit qu'on arrive à faire aux alentours de quelques kilowatts, donc 4-5 kilowatts de réduction d'énergie, donc d'effacement. Non, sur l'ensemble. Sur l'ensemble du logement. Donc ça du bâtiment, pardon, ça donne environ 200 et quelques euros de valorisation sur les marchés de flexibilité sur une année complète pour ce type de bureau. Bon, c'est significatif, c'est pas non significatif puisque on parle de quelques pourcentages, de presque une dizaine de pourcents sur la facture d'électricité. Mais c'est vrai que pour venir embarquer une société d'environ 80 personnes sur un bureau de 800 mètres carrés en lui disant je vais réussir à générer pas loin de 200 euros de revenus, on peut imaginer que ça va être la dernière roue du carrosse pour lui dans ses priorités par rapport à tous les autres sujets qu'il a. Ça payera le restaurant de celui qui aura gagné le concours CUPFlex. Voilà, exactement. Mais en revanche, si l'opérateur d'effacement vient et lui dit c'est clé en main, je gère les investissements, je m'occupe de tout ce qui est operation et automation, comme je disais, c'est moi qui suis l'expert, donc je vais pouvoir gérer les évolutions réglementaires qui vont venir. Et finalement, toi, tu n'as plus rien à gérer si ce n'est de faire des économies d'énergie et participer à la transition énergétique. Là, on a un modèle qui peut tenir et qui peut être intéressant, qui fonctionne sur justement tous ces bâtiments entre 1000, 2000, 3000 mètres carrés qui sont totalement différents de ce que pourrait générer évidemment un bâtiment comme le Hive. Merci Benjamin, on espère que ça éclaire un peu plus les modèles financiers, enfin les modèles économiques actuels. Ce que j'ai compris aussi, Marguerite, c'est qu'il faut du coup réfléchir à de nouveaux modèles pour le tertiaire aujourd'hui pour que ce soit simplifié, que ce soit massifié. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples ou des pistes sur ce sujet-là? Ouais, en fait, on voit, pour l'instant, on voit plein de façons de faire les choses et on a déjà quelques idées. Et ce qui va être intéressant justement, c'est de savoir réellement à quoi sont prêts à faire justement ces bâtiments et du coup en fonction créer les offres les plus adaptées. Par exemple, si on fait très simple, si on veut justement que dans l'offre directement, donc dans votre facture d'énergie, la flexibilité qu'un bâtiment puisse mettre à disposition soit valorisée directement,
il va y avoir une petite part de risque en fait, tout simplement à mettre dans votre offre. Par exemple, on pourrait considérer qu'il y a une petite partie de votre consommation qu'on laisse totalement exposée au prix du marché de l'énergie. Prix du marché de l'énergie du coup qui varie un peu tous les jours. Si certains ont suivi la crise énergétique, qui peuvent vraiment varier tous les jours. Mais donc exposer une petite partie du coup à ce risque-là, en se disant que justement, si vous faites des efforts, et au contraire, vous serez vraiment à des moments de prix très très bas sur ce marché de l'énergie, que ce sera directement sur votre facture, mais ne pas totalement vous exposer au risque, c'est-à-dire que par exemple, prendre la majorité de votre consommation sur une offre avec un prix plus fixe, plus stable, qui sera sur plusieurs années. Ça, c'est un exemple un peu spécifique d'offres, mais il y en a plein d'autres qui sont justement possibles d'imaginer, où en fait, nous, le but finalement qu'on va avoir, c'est de réussir à bien vous exposer justement un signal prix et les moments stratégiques où il va falloir vous justement effacer, faire de la flexibilité, tout en partageant un peu les risques et les opportunités pour que vous puissiez vous avoir des deux, quoi, que tout le monde puisse finalement en bénéficier. Et là-dessus, pour moi, justement, il faut qu'on puisse un peu plus tester, se lancer, innover, un peu oser pour réussir à faire tout ça, quoi. Merci Marguerite. Merci à vous trois. Merci. Merci. Je vais juste en faire un petit message un peu synthétique. Je comprends qu'en gros, flexibilité régulière, dynamique, c'était sans doute des nouvelles terminologies pour vous, mais on a essayé de vous montrer quelle était la traduction sur le terrain et de comment est-ce qu'on pouvait envisager avec les acteurs de marché, fournisseurs d'énergie, agrégateurs, quels sont les possibles modèles économiques, même s'il y a encore beaucoup de choses à construire là-dessus ensemble. C'est l'intérêt aussi. Donc on vous invite à nous suivre, à venir dans GoFlex, à venir dans Qflex, de travailler avec les acteurs de marché pour venir valoriser vos efforts et puis pour construire ces modèles économiques. Voilà un petit peu pour cette deuxième conférence. Il nous reste peut-être 2 minutes, 3 minutes pour une question. Alors s'il y en a une ou un qui a une question, je vous invite à venir ici pour la poser, comme ça toute la salle peut l'entendre et vous également. On prend 2 questions en fonction de la taille et la longueur des questions et je vous laisse vous présenter si c'est possible également. Je suis monsieur Eric Grenier, je suis indépendant. Cette histoire de RTE, ça m'aurait intéressé d'avoir le monsieur là, de RTE qui était... Voilà. Parce qu'en fait, cette histoire de flexibilité, ça me fait un peu penser... Je suis breton, hein, donc les bateaux, je vois un peu ce que c'est. Cette histoire de flexibilité, ça me fait penser au mouvement de foule à l'intérieur d'un bateau quand on va prendre une vague. Si tout le monde se met du même côté, donc si tout le monde se met à faire de la flexibilité en même temps, qu'est-ce que vous allez gagner? Parce que ce que j'ai cru comprendre, pas au niveau de la grosse structure, mais de la petite structure, c'est que grosso modo, pour faire des économies dans le bâtiment, on renvoie tout le monde chez soi. Sauf que chez soi, les gens chauffent et consomment de l'électricité. Et donc, d'un point de vue global, on y gagne quoi? Si je reviens à mon histoire de bateau, une fois que tout le monde est du côté, le bateau il chavire. Non, mais ça c'est assez simple en fait. Ce qu'on y gagne, j'essaie d'expliquer rapidement ce matin, mais dans le système électrique, c'est vraiment marqué. C'est comme une autoroute avec des bouchons de temps en temps et puis pas utilisé d'habitude. Donc de lisser la consommation, c'est comme lisser le trafic sur l'autoroute. Donc on y gagne quoi? On évite les pointes. Donc les pointes, c'est plus cher. Il faut surdimensionner des centrales en plus. Il faut construire du réseau en plus. Et c'est souvent des moyens plus carbonés. Donc on limite les pointes et on utilise au mieux l'électricité qu'on a produite, qu'on produit notamment par les renouvelables. En ce moment, par exemple, vous allez voir là, tout le printemps, pas en ce moment si on est début février, mais vous allez voir dans 2 mois, là, à partir de avril jusqu'à septembre-octobre quasiment, il y a pas mal d'après-midi où on va être obligé d'arrêter des panneaux photovoltaïques parce qu'il y en aura trop. Parce qu'en Europe, il y a trop de panneaux photovoltaïques tout en même temps, à 14 heures. Donc on jette de l'électricité qui n'est pas chère, vu que de toute façon l'investissement est fait, qui est totalement décarboné. Et puis si vous consommez plutôt à 19h ou à 8h du matin, on va démarrer des centrales au gaz pour vous alimenter. Donc ce qu'on y gagne, c'est de l'argent, du CO2, enfin de l'argent sur la facture des consommateurs, du CO2 et moins de besoin d'investissement dans le système électrique. Et le truc où tout le monde consommerait que l'après-midi et plus du tout le matin, on n'y est pas, hein. De toute façon il y a de la marge. Et puis quand bien même, de toute façon demain, à l'avenir, il y aura de toute façon plus d'énergie disponible, je prends l'exemple de l'après-midi, ou au moment où il y a du vent.
Donc on y gagne tous. On y gagne le client, on y gagne comme citoyen, on y gagne sur le bilan climat. Moi, dans la transition énergétique, je ne connais pas beaucoup de sujets où il n'y a pas de compromis, en fait. Là, c'est pas moins de CO2 et plus cher, c'est moins cher pour le client, c'est mieux pour la CO2 et c'est aussi mieux pour la sécurité d'alimentation. Le seul sujet, c'est d'arriver à le mettre en œuvre, qu'on le comprenne, parce qu'il faut un mouvement d'ensemble. Parce que la grosse consommation électrique, ce n'est pas quelques très gros clients, c'est la masse de 37 millions de petits clients. Alors, les gros bâtiments tertiaires sont plus gros que les résidentiels, mais voilà, c'est un peu tout le monde. Et donc, on a appris, il y a 40 ans, que l'électricité, elle est moins chère la nuit. Ben maintenant, elle est aussi moins chère l'après-midi. Et les moments où elle sera chère, ce sera très limité. Ce sera 3 heures le matin, 3 heures le soir. Yannick, donc, on apprend ça. Merci pour J'ai cette fini, lecture pardon. très réseau. Et je vais me permettre de passer juste après toi et de compléter un petit peu par rapport à ce rebond entre le tertiaire et le résidentiel. Tout à fait. Et dans les règles du jeu de CubeFlex, qui est porté par A4MT, je comprends que c'est des règles du jeu qui sont au périmètre tertiaire. Sachez que l'IFPEB, pour le compte du MTE, enfin, lorsque le ministère de la Transition énergétique et de l'ADEME, a fait une autre étude pour regarder l'impact du télétravail entre une vision très transsectorielle, bâtiment tertiaire, sur les lieux de travail de ses collaborateurs, le résidentiel, chez eux, par la mesure, on relevait les consommations énergétiques lorsqu'ils étaient en télétravail versus lorsqu'ils étaient sur leur lieu de travail, et sur le transport. Donc c'est vraiment une étude transsectorielle, pour rebondir sur ce que vous disiez, s'il n'y avait pas un transfert. Et dans cette étude, je vous invite à aller la voir, elle est publiée depuis très peu, hein. L'ADEME l'a publiée la semaine dernière. Elle s'appelle Bilan énergétique du télétravail. Et donc, on voit que l'effet rebond dans le résidentiel du télétravail est assez faible, plus faible que ce qu'on aurait anticipé, pour plein de raisons différentes, parce que les collaborateurs, les gens, quand ils télétravaillent, ils ne mettent pas toujours ensuite, quand ils partent de chez eux, en réduit pour plein de raisons techniques, occupation des locaux, des logements, etc. Donc ce rebond-là, ce report-là, il n'est pas aussi systématique qu'on peut le présager, bien au contraire. Donc c'est aussi une autre clé de lecture qu'on pouvait vous apporter avec cette vision un peu transsectorielle, sans même parler on va dire de l'énergie évitée liée au transport, à la mobilité individuelle de ses collaborateurs qui, bien entendu, est très conséquente. Mais juste pour clore, hein, donc il y a le cas extrême où on invite au télétravail, mais dans les résultats CubeFlex qui sont présentés, moi pour le coup je travaille dans un bâtiment qui y participe et on ne va pas tous en télétravail les jours EcoWatt. Hein. Donc il s'agit bien de réduire la consommation avec une petite perte de confort, mais les bâtiments ils restent occupés. Hein. Donc il y a les deux. Ouais, en fait, ce qui avait été il y a des deux. Il y a des deux, mais il y a beaucoup de flexibilité qu'on peut atteindre, même si ce n'est pas les 20%. Rien qu'en programmant bien ses usages au bon moment et sans jouer énormément sur le confort, en fait. C'est surtout ça qu'on veut dire. Merci. Écoutez, je crois que ça clôture cette deuxième conférence. Merci à vous trois. Merci Elisabeth, c'est super.